Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves aurifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tous minéraux confondus, et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie, cette incongruité? Et comment en sortir? Certains profitant ou jouant sur notre propension à tout expliquer par la fatalité, la sorcellerie ou le spirituel, la volonté de Dieu, ont sorti le fumeux concept de la malédiction du pétrole, ou plus fort, la malédiction des minerais, des matières premières. Pourquoi elle n'existerait que chez nous et pas chez les autres? Pourquoi le pétrole serait une bénédiction pour les pays du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït et autres Qatar, et il serait une malédiction pour le Congo-Brazzaville, pour l'Angola, pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour le Nigeria? Soyons sérieux et ayons le courage de regarder les choses en face. C'est quoi la réalité? Adoptons le pragmatisme des jeunes pour en finir avec les incantations. Prenons la République démocratique du Congo, l'un des plus grands paradoxes de notre continent. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année. Il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre, avec plus d'1 500 000 tonnes par an. Le Congo est assurément un scandale géologique, puisque la liste de ces minéraux est longue et importante. Diamant, près de 19 millions de carats par an. Or, plus de 40 000 kg par an. Zinc, 7 800 tonnes. J'arrête là l'inventaire parce que, comme le disait l'auteur Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo. Les superlatifs, pour le dire, sont foison. Scandale géologique, pays béni des dieux. Mais dans le même temps, l'immense majorité de la population dans ce territoire grand comme l'Union européenne, avec cette immense richesse, vit avec moins d'$1 par jour. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Il s'est passé que ce vaste pays, après la colonisation belge, en est sorti avec de sérieux stigmates. Je ne vais pas revenir sur toutes les spoliations et pillages perpétrés par le roi Léopold II dans ce qui était sa propriété. Les jeunes ces dernières décennies, avec le talent qui est le leur, l'ont largement commenté. Ils l'ont déjà abondamment évoqué. Évoqué le cynisme qui fait que 5 jours seulement après son accession à l'indépendance obtenue au forceps, les colons belges et Bruxelles ont suscité une guerre financée par l'Union minière du Haut-Katanga, l'ancêtre de la GECAMINE. Guerre qui dure encore jusqu'à cette date. Guerre qui a permis pendant tout ce temps de piller tranquillement, de garder la main sur les immenses richesses minières du Congo. Avec bien sûr souvent, il faut le rappeler, la complicité de quelques nationaux, de certains dirigeants et des voisins aussi, qui se servent sans gêne. Mais le vol, la razzia, ne s'est pas arrêté là. Elle s'est poursuivie plus tard avec les décisions de certaines institutions internationales, ce qu'on appelle du doux nom de partenaires multilatéraux, qui sous le prétexte d'apporter leur aide, leur science, ont gentiment conseillé à nos dirigeants de confier leurs richesses à des compagnies occidentales savamment choisies par elles. Pour une fois, un responsable de très haut niveau, président de la puissante GECAMINE, qui est en charge de la gestion de cet inestimable patrimoine, explique le mécanisme, la décision qui a spolié les Congolais, qui les a privés de leur principale richesse. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide de céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment. Oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État GECAMINE n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Édifiant, non? On ne peut pas être plus clair. En gros, le Congo est officiellement premier producteur de cobalt, minerai pour lequel la planète entière a un gargantuesque appétit. Mais en réalité, elle n'appartient pas aux Congolais.
Elle est la propriété de quelques firmes occidentales et asiatiques qui ne respectent même pas la promesse, le contrat fait d'investir dans le pays. Elle possède les 2/3 du cobalt du RDC. Et comme si ça ne suffisait pas, ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Ce n'est pas tout. Le hold-up ne s'arrête pas là. Le tiers restant du cobalt, que l'on a baptisé le cobalt sale, est encore tenu par d'autres groupes mafieux chinois, libanais, indiens, qui font travailler encore une fois les femmes, les enfants, les femmes enceintes, dans des conditions inhumaines. On assiste régulièrement à des accidents avec mort d'homme. Ils creusent dans ces mines comme des damnés qu'ils sont pour des revenus dérisoires, puisqu'en déclarant ce cobalt sale, il n'est officiellement pas vendable sur le marché. Du moins, officiellement. C'est un monde obscur, une opportunité qui s'offre aux plus malins, comme eux, partis de Chine, pour s'enrichir sur le dos des pauvres creuseurs. Ces petits malins qui les exploitent savent contourner l'embargo et parviennent à vendre ce cobalt dit sale, à le blanchir. Et très souvent, avec l'aide, j'allais dire, la complicité des grandes firmes qui détiennent déjà l'essentiel du cobalt propre. Ce personnage qui se tient en retrait sur ce marché du cobalt dans la capitale minière, Kolwezi, fait partie d'un des grands groupes mondiaux du cobalt. Vous achetez le produit pour vendre à qui? CDM. Vous vendez à CDM. CDM. Il faut préciser que CDM est une filiale locale du groupe chinois Huayou, spécialiste géant mondial du cobalt, qui, tenez-vous bien, ne possède pas de mine. Il y a quelques mois, elle faisait savoir, sous la pression, qu'elle n'achèterait plus de cobalt sale. Il faut dire qu'entre-temps, le prix sur le marché du cobalt est passé de 25 000 à 53 000 $. Et les projections disent qu'il va passer autour de 75 000 $ de façon stable d'ici les 5 prochaines années. Alors comment résister à une telle affaire, à une aussi belle manne, qui est fou? En gros, toutes ces grandes firmes internationales maîtrisent finalement tout le cobalt, l'officiel et le non officiel, le propre et le sale. Et les Congolais sur le terrain, les mineurs, les creuseurs de ce cobalt que les petits malins achètent à vil prix, se battent, se déchirent pour ce peu qui reste. Figurez-vous que ces mineurs qui vivent comme des taupes creusent jusque dans leur propre salon. Les guerres auxquelles on assiste, les batailles entre les communautés villageoises qui défraient régulièrement la chronique en RDC, les tueries perpétrées par des bandes armées viennent essentiellement des tentatives pour de petits groupes de maîtriser des pans du peu de minerais qui restent sur le territoire. Notamment dans l'est du pays, où ils se tuent pour des miettes qu'ils revendent à bas prix à ces trafiquants. En gros, les firmes Glencore, China Mobile Denom et Sycomine, qui détiennent les 2/3 de cette matière minérale qu'est le cobalt, réalisent 18 à 20 milliards de $. Des chiffres surréalistes sur le seul cobalt et le cuivre de RDC. Tandis que l'État congolais ne perçoit que 1,3 milliard, c'est-à-dire à peine 10%. Vous avez bien entendu, à peine 10%. Dans ce cas, qui est le vrai patron du pays? Et comme si ça ne suffisait pas, il n'existe pas de mécanisme de contrôle fiable pour s'assurer que ce qu'il déclare est réel. Regardez ces jeunes qui vivent comme des taupes, qui risquent leur vie chaque jour pour quelques grammes de cobalt. Et regardez cette voiture, ce véhicule électrique considéré comme le nec plus ultra, la Tesla. Sans lui, elle n'existerait pas, quel que soit le talent du créateur. Mais regardez le fossé qui sépare le monde du fabricant de celui du creuseur. Cherchez l'erreur. Ce que nous venons de voir dans le cas du cobalt n'est rien comparé au hold-up réalisé dans l'or, dans le diamant, bref, dans presque toutes les autres richesses minières. Ces pillages, avec les stratégies cyniques mises en place pour les pérenniser, sont à l'origine de l'instabilité dont est victime la RDC. Au regard des immenses profits qu'elle réalise désormais dans ce vaste ensemble, pensez-vous que les firmes occidentales et asiatiques qui tirent leurs revenus du chaos aient vraiment envie que la paix y règne? Certainement pas. Vous me direz que les voisins du Congo,
tel le Rwanda, qui est devenu un exportateur de minerais alors qu'il ne possède pas une seule mine sur son territoire, ou l'Ouganda, n'y sont pas pour rien non plus. C'est vrai. Mais ils ont profité d'une situation, d'un climat, l'occasion faisant le larron. Lorsque l'on évoque les responsabilités, on ne peut pas oublier celles des dirigeants africains qui ont été, pour beaucoup, responsables de ce pillage, soit par ignorance pour les plus anciens, soit par la corruption pour les plus jeunes. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Nos cadres, nos responsables, nos chefs d'État ont eux aussi participé à ce pillage. Beaucoup ont été les outils, les instruments indispensables de cette spoliation. Ils le sont encore chaque jour par leur servilité et leur appétit vorace du gain. Ils doivent être jugés et condamnés, notamment les plus diplômés, qui avaient bien conscience de ce qu'ils vendaient à leur pays. Mais si on doit être intransigeant avec eux, on doit l'être davantage avec les pilleurs, leurs commanditaires. Pour qu'il y ait corruption, il faut être deux au moins, un corrompu et un corrupteur. Les peines doivent être au moins les mêmes. Or, nous avons malheureusement et de plus en plus tendance à concentrer notre colère, notre courroux, fort bien justifié, sur nos seuls dirigeants et cadres dont le rapt, selon les rapports des experts internationaux fiables, constitue 1% de cette corruption. Oui, 1%. Oubliant trop souvent les firmes internationales et les États qui sont responsables de 99% de cette évasion. Ce Congo-bashing, ou plus globalement, cet Africa-bashing, contribue à nous distraire des autres, des vrais responsables de notre malheur. Les gros poissons nous payent, nous utilisent encore pour détourner notre attention d'eux, pour nous distraire. On ne doit pas les oublier. C'est eux les principaux responsables. On ne doit pas se contenter de voleurs de poules pendant que les grands parrains nous font la leçon. Oui, pour dénoncer nos chefs locaux, mais oui aussi pour montrer du doigt les firmes internationales et de nombreux États du Nord et les punir proportionnellement à leurs responsabilités. Autre travers dans cette lutte, on a trop tendance à l'autoflagellation. Un cadre africain qui dénonce ces pillages est curieusement souvent plus attaqué par les siens que ceux qu'il dénonce. Pourquoi il ne parle que maintenant? Il faisait partie de la mafia, non? Il essaie de se racheter, c'est tout. Il s'est aussi enrichi, non? Peut-être, peut-être. Mais il a le courage de rompre l'omerta, de briser la loi du silence. Et si nous le lapidons, la règle du silence s'installera à jamais. Ce que nous venons d'évoquer rapidement dans le cas de la RDC s'applique dans de nombreux autres pays du sud du Sahara. Tenez, prenons la Guinée, un autre scandale géologique. Elle est dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoités de la planète, dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la plus grande réserve du monde. À cela s'ajoute, tenez-vous bien, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer. Les réserves potentielles d'or sont estimées à 700 000 tonnes. Diamants, 30 à 40 millions de carats de réserves prouvées. 500 millions de carats de réserves probables. L'or et des quantités indéterminées d'uranium. Mais 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Et le pays se classe 178e sur 187 pays selon l'indice de développement humain 2013 du PNUD, qui mesure le niveau de vie des pays. À qui profite cette immense richesse qui laisse les Guinéens dans l'extrême pauvreté? Les mêmes compagnies internationales. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut toujours remonter à la genèse. C'est en cela que connaître son histoire est nécessaire pour mieux construire son avenir. Il faut bien connaître le passif pour mieux gérer l'actif. Lorsque le général de Gaulle s'emporte en ce mois de septembre 1958 à Conakry après le vote du non au référendum qu'il propose pour maintenir les territoires africains dans la communauté française, c'est certes parce qu'il est blessé dans son amour-propre, parce qu'il ne supportait pas la contradiction, mais c'est surtout parce qu'il perd une inestimable réserve de matière. Ce trésor dont je viens de vous faire un bref inventaire. C'est pourquoi il va décider de fragiliser le jeune État et de mettre en difficulté son jeune président Ahmed Sékou Touré.
Il ne se contente pas de partir en emportant jusqu'aux fils électriques. Il essaie même de déstabiliser le jeune État en fabriquant des faux billets de Sili pour faire s'effondrer son économie. Le but est de susciter l'insurrection pour qu'il tombe et que la France revienne en libérateur. Seulement, le calcul va s'avérer faux. Malgré les tentatives de déstabilisation, Sékou Touré, le paria, l'effronté, tient. Il tient, c'est vrai, mais il se tourne vers d'autres partenaires qui vont exploiter sa fragilité, qui vont faire la même chose que les nations occidentales. Sous le prétexte de soutien idéologique, l'Union soviétique de l'époque, l'URSS, qui manque même de tact et de considération au point de lui fournir des chasse-neige dans un pays qui n'a jamais vu un flocon, va progressivement s'accaparer une bonne partie de ses minerais. Il a simplement changé de maître. Autre exemple de tour de passe-passe réalisé pendant que nos parents croyaient en l'amitié et au concept d'aide. Le Niger et son uranium, où l'État cède en 1968 la principale concession d'Arlit de 375 km² utilisée comme combustible nucléaire dans les centrales nucléaires en France et pour la force de dissuasion nucléaire française. Les autorités nigériennes l'ont donc cédé à l'ancêtre d'Areva pour 75 ans. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle du Niger comme le troisième producteur mondial d'uranium, c'est un peu une vue de l'esprit, dans la mesure où les Nigériens les récupéreront, avec un peu de chance, leur principale mine qu'en 2043, soit dans 23 ans. Et qu'est-ce qui en restera? En attendant, les femmes et les enfants qui meurent de faim dans cette région du nord du pays où la misère a installé Armi peuvent regarder en silence passer les camions qui transportent leur uranium en détruisant les routes. Certains jeunes y ont préféré rejoindre les groupes terroristes. Je ne vais pas m'étendre indéfiniment sur l'ensemble des minerais qui sont passés des mains des anciens colonisateurs à celles de leurs firmes. Mais je ne résiste pas à la tentation d'évoquer les nombreux contrats léonins dans le domaine du pétrole et du gaz, notamment les cas du Gabon, du Congo-Brazzaville, de l'Angola et du Nigeria. Qui est capable de dire quelle est la part du Gabon dans l'immense réserve qui a fait de lui un émirat pétrolier? Dans les anciens contrats, il avait moins de 20%. C'était le pétrole d'Elf. Encore de l'histoire. Il faut que vous, jeunes, vous en soyez imprégnés si vous souhaitez récupérer votre patrimoine en toute légalité. Lorsqu'à la fin de la décennie 50, sous la poussée nationaliste qui agite l'Algérie, qui est française à cette époque, Paris comprend qu'elle risque de perdre sa principale réserve pétrolière, elle se retourne vers le Gabon où viennent d'être découvertes d'importants gisements. Elle y met le paquet pour l'exploiter. L'outil est ELF, qui signifie électricité et lubrifiant de France. Le Gabon devient sa principale réserve. Au moment de l'accession du pays à l'absolue indépendance en 1960, elle y laisse naturellement à sa tête un homme de paille, Léomba, qui est même carrément opposé à cette accession à la souveraineté internationale. Il supplie le général de Gaulle pour que le Gabon reste dans la communauté ou devienne un département français comme la Martinique ou la Guadeloupe. Mais l'homme du 18 juin 40 n'accède pas à sa demande. Pour lui, cette indépendance n'est rien de plus qu'une démarche symbolique, puisque le pétrole continue d'être contrôlé, d'être exploité par la France. Normal que le contrat pétrolier soit lyonnais, puisque c'est Paris qui l'établit. C'est son pétrole. Et pour s'assurer que personne ne va contrarier son projet, il va choisir un président servile, un gouverneur noir qui n'hésite pas à dire ceci. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Pensez-vous, très sérieusement, que cet homme puisse lire dans le contrat pétrolier élaboré par Paris? Pensez-vous qu'il soit équipé intellectuellement pour évoquer les intérêts de Libreville, si déjà sa préoccupation est celle du lien indéfectible avec Paris? Pensez-vous qu'il mesure les enjeux? Comment voulez-vous qu'un homme qui pense ainsi puisse veiller sur les intérêts du Gabon? Et lorsque vient le moment de décéder en 1967, il est remplacé par un autre préparé pour l'occasion, Omar Bongo Ondimba. Il va tout faire pour préserver le statu quo. Même si on le trouve généreux et sympathique, il va veiller sur les intérêts pétroliers d'Elf. Pire, le général de Gaulle, soucieux des intérêts de son pays, qui lorgne sur le pétrole du Nigeria, va se servir de lui pour déclencher l'une des guerres les plus meurtrières du XXe siècle, celle du Biafra. Je reviendrai sur cette question du pétrole dans une autre chronique, tellement les faits sont graves, tellement
La supercherie est énorme, tellement l'imposture est inacceptable. Ce qui explique l'omerta, le grand silence entretenu autour de la question. Difficile d'avoir accès à ces contrats. Très compliqué, même pour un ministre, d'accéder à l'information. Cette opacité illustre bien ce qui s'y passe. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais pour nous résumer, lorsqu'on dit que l'Occident et maintenant certaines nations d'Asie ont pillé l'Afrique, on voit bien à travers cet inventaire, qui est loin d'être exhaustif, que ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité criarde. Lorsqu'on dit qu'elle continue de le faire, c'est encore vrai, puisque les faits sont là, clairs et têtus. Les activistes, les militants panafricains, les influenceurs les plus populaires ont largement contribué à faire connaître cette vérité. Au point où certains chefs d'État du Nord ont fini par le reconnaître publiquement, comme l'ancien président français Jacques Chirac. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Les lignes bougent sous les cris, les manifestations, les écrits, les marches des activistes et panafricanistes de tout poil. Leur combat porte. Mais ces dénonciations ne peuvent suffire à corriger ces injustices, ces pleurs, ces marches. Aussi utiles soient-elles, elles ne peuvent être notre seule arme. Le moment est peut-être venu pour une jeunesse plus diplômée, plus au fait, d'élaborer une stratégie plus efficace pour reprendre son patrimoine, pour rétablir la justice. Il ne s'agit de chasser personne, il ne s'agit de stigmatiser personne. Il s'agit d'utiliser les armes modernes qui ont fait défaut à nos parents, le droit, tout simplement. Aujourd'hui, commençons par les ressources minières, les matières premières dont nous sommes les principaux pourvoyeurs. Le Congo tout entier et kozala na mikolo ezali koya capitale mondiale ya ba minerais stratégique. Potozali à peu près na 60% ya ba minerais stratégique oyo mokili mobimba ezali kotala lelo. À la vérité, certains dirigeants ont commencé la contre-offensive avec des fortunes diverses. Ainsi, par exemple, le choix de la RDC a d'abord été la réforme du code minier, qui semble plus novateur, moins favorable aux multinationales qui se sont accaparées les richesses du pays. Ce code rééquilibre ou du moins diminue officiellement les injustices en les taxant un peu plus et en les obligeant à redistribuer une partie aux populations locales. Ceci devrait se traduire au moins par une augmentation des revenus de l'État. Le dernier acte en date de cette démarche de réappropriation est assurément la création de EGC, l'entreprise générale du cobalt, qui devrait logiquement permettre de remettre le tiers du cobalt dit sale au profit des populations locales. Elle devrait créer un cercle vertueux dans ce monde désorganisé. En réalité, il s'agit d'une nationalisation de 20 à 25% du cobalt mondial. Ainsi, la RDC devient de fait, enfin, un acteur du cobalt mondial, capable de se passer d'intermédiaires et de discuter avec les acteurs directs de la filière, de parler directement avec Tesla ou Samsung sans complexe. Au Gabon, dans les anciens contrats de partage de production, l'État avait parfois 10, 15, 20 ou 25%. La nouvelle loi prévoit que les parts de l'État ne peuvent pas être en dessous de 45%. Seulement dans le domaine minier, les conventions particulières restent malheureusement la règle. L'autre volet de cette récupération des richesses minières de l'Afrique passe évidemment par la dénonciation des contrats léonins. Nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années bato bazali koya awa bazane eloko te na poche soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotikala kaka bapauvre likambo wana ekoki kosalema te ke mokili eza koavanse biso tozongaka nsima. Nous changeons les contrats, nous renégocions parfois des contrats déjà signés parce que quand ils sont totalement déséquilibrés, nous le faisons.
Parfois, c'est au risque d'aller en arbitrage et souvent de perdre parce que les contrats antérieurs ont tellement été bien ficelés alors que les États, bon, très souvent malheureusement, on ne prend pas les experts qu'il faut pour nous accompagner. Mais ça, tous les pays africains l'ont compris maintenant. Ma partenaire Nabiso, poete likamboana toyo kanana bango libela ekozala obele sikoyo gagnant. Yo tongi immeuble na poto, biso pe tongi ya biso na Kolwezi. Otongi nzela na poto, biso pe tongi ya biso na Kolwezi. Il ne faut donc pas se décourager. L'Afrique doit s'armer de juristes de haut vol, particulièrement pointus dans le domaine des mines, pour éviter à nouveau de se faire berner. Il faut reconnaître que les nouveaux contrats établis sont moins en défaveur de nos États. Le modèle sénégalais dans ce domaine, il n'est pas le seul, est remarquable. D'abord, moi je suis géologue de formation, donc le pétrole, ça ne m'effraie pas. Je considère que c'est une ressource du sous-sol. Nous devons pouvoir optimiser son exploitation, c'est à travers les contrats, c'est à travers les dispositifs juridiques que nous mettrons en place. Si vous prenez le total, ce que gagne le Sénégal en prenant les parts de Petrosen, c'est-à-dire les 20% de Petrosen, les parts de l'État entre 30, 40 ou 50, plus maintenant les taxes que les sociétés, les compagnies payent, qui sont de l'ordre de 30%, c'est le Code général des impôts. Donc on se retrouve généralement avec une part du Sénégal qui tourne autour de 60 à parfois 80%. Si le projet est vraiment bien, c'est-à-dire si la production augmente, l'État peut avoir 80% des revenus globaux du projet. Et la première chose que j'ai faite dès les découvertes a été la création de l'Institut national du pétrole et du gaz pour former les meilleurs spécialistes en la matière, aussi bien en fiscalité pétrolière, en économie pétrolière, qu'en exploration, production et raffinage, ainsi que dans la distribution. Et ces premières promotions sont sorties. La première année, il y a eu 2000 candidats sur lesquels nous avons pris 20. 20 sur 2000. Vous voyez le taux de sélection. Et ils sont tous titulaires d'un diplôme d'ingénierat ou d'un master avant de rentrer à l'Institut. À saluer, il faut le reconnaître aussi quand les choses sont réalisées. La création d'une école pour accueillir les futurs cadres africains dans le domaine qui, entre autres, négocieront les contrats. Ils seront plus outillés pour veiller sur nos intérêts. Nous avons beaucoup pleuré, et à raison. Nous avons dénoncé les violences, les pillages, les mensonges dont l'Afrique a été victime et continue de l'être. Maintenant, armés du savoir, de la connaissance, décomplexés, nous devons adopter une autre stratégie, une autre attitude, celle de la reconquête de notre patrimoine, par la connaissance de la science et du droit. Nous ne pouvons, avec la population que nous avons, avec les ressources humaines dont nous sommes désormais riches, avec la manne minière dont nous sommes dotés, continuer de subir le diktat des autres, d'écouter les leçons des autres qui disent savoir mieux que nous ce qui est bien pour nous, qui déterminent nos priorités et la façon d'y arriver, qui prétendent nous aider alors que le concept d'aide est un vaste leurre, puisqu'il n'existe d'amitié entre les États ou les entreprises. Il n'existe que des intérêts. Fini le concept de nos amis les Africains. Aux jeunes de changer de paradigme, sans esprit de revanche, mais de conquête, et avec détermination. Il en va de votre avenir. Le nôtre, il est derrière nous. Et ne nous jugez pas avec les canons, avec les concepts et les connaissances d'aujourd'hui. On a échoué à apporter le développement, mais plus souvent par ignorance, que seulement par la corruption, comme on veut le laisser penser. Les Africains n'étaient pas plus corrompus que d'autres, non. Récupérez votre dû avec la connaissance que vos parents vous ont permis, qu'à un cas, d'acquérir. La vérité est simple. Celui qui est entré chez vous par effraction pour voler votre bien, même s'il l'a fait avec la complicité de votre fils, reste un voleur. Il ne peut se cacher éternellement derrière le deal qu'il a passé avec votre fils, dont il a abusé de la confiance. C'est de l'abus de faiblesse. Il reste un voleur. On ne doit pas se contenter de rendre ce que l'on a appelé les objets d'art. On doit pouvoir ainsi renégocier les contrats miniers. Les grandes firmes doivent le comprendre. Si elles ne veulent pas se faire éjecter par la jeunesse qui est bouillonnante et moins patiente que leurs parents et aînés, elles doivent s'asseoir à table et négocier. Mais le combat de la récupération des minéraux africains ne fait que commencer.
En ce qui me concerne, je travaille avec mon équipe sur un documentaire consacré aux mines en République démocratique du Congo. Une plongée dans les profondeurs abyssales de cet univers trouble qui va donner, une fois n'est pas coutume, la parole aux acteurs africains de la filière. Question d'avoir un narratif différent. Très prochainement donc sur la chaîne Alain Foka officiel. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. C'est gratuit et sans engagement. Et à ceux nombreux qui le sont déjà, je vous suis infiniment reconnaissant. Merci pour votre fidélité et vos nombreux commentaires qui me nourrissent. N'hésitez pas à réagir.